Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel pour lequel nous recevons aujourd'hui Sonia. Bonjour, Bonjour. vous êtes aide-soignante dans un hôpital du nord des Yvelines, un hôpital public, et vous êtes venue témoigner. C'est pas la première fois que vous témoignez puisque vous avez témoigné, on va y venir dans le film Liberté, le documentaire de Maga et Ariakina Ettori dont on a fait écho sur France Soir. Et aujourd'hui vous êtes venue dans le prolongement de ce film nous parler des suites et de vos divers engagements. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir dans ce documentaire? Comment avez-vous rencontré les réalisateurs? Bonjour, merci de m'accueillir dans vos studios. Aujourd'hui, je suis la porte-parole et la présidente du collectif Blouse Blanche. Donc un collectif qui a été initié par des collègues après l'élocution de M. Macron le 12 juillet 2021. La rencontre avec Maga et Ariakina Ettori s'est produite pendant une manifestation sur Paris, place Rivoli. Ça nous a marqué. Voilà, on a été interrogés. J'étais avec plusieurs collègues et puis ils ont interrogé plusieurs personnes, mais je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'à le film Liberté et encore moins le succès de ce film documentaire qui était un film documentaire plein de bon sens, plein de bienveillance et ouvert de conscience surtout. Vous dites que ce film a servi à libérer la parole des soignants. Elle était réellement empêchée, vous trouvez? Oui, car aujourd'hui, on a des médias, des presses qui sont là normalement pour pouvoir divulguer ce qui se passe. Mais on a bien vu que, en tant que soignant, en fait, on nous a jamais donné la chance de se livrer, rien que parce qu'on a vécu nos conditions de travail et encore plus pendant la Covid. Et là, on a eu la chance et on l'a fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la rentrée? Le 15 septembre, l'obligation vaccinale des soignants est entrée en vigueur définitivement, enfin, en tout cas de façon opérationnelle, suite à l'annonce du président le 12 juillet. Pour vous, ça s'est passé comment? Et pour votre collectif également, comment vous vous débrouillez avec ça? Donc, pour moi, j'ai subi 2 interventions, donc bien avant l'élocution de M. Macron. Donc, je suis actuellement en arrêt, en convalescence, mais clairement, la suite, je la connais, hein, puisque clairement, ma position, elle est faite à visage découvert, puisque nous luttons aujourd'hui contre toutes les obligations. Par contre, bien entendu que on accompagne. Pour certains de mes collègues, il y a la suspension qui a été effective, donc ils se retrouvent sans salaire, donc dans une situation de précarité. Pour d'autres, ne pensant pas que ça aille jusqu'au bout, ils ont tenu toute cette période de pandémie avec les conditions de travail qui n'ont mis au grand jour en réalité que ce qui se passait depuis de nombreuses années et qui sont en arrêt aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on accompagne au mieux. Donc, avec le collectif, on continue notre combat, celui de accompagner les soignants du libéral, du privé et du public dans toute démarche administrative, démarche judiciaire. On fait des collectes alimentaires et des collectes de dons afin d'aider, en tout cas, du mieux qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on appelle à la solidarité aussi de la population. Ces soignants qui sont aujourd'hui en difficulté et qui étaient les applaudis de 20 heures. On a quand même donné la médaille le 14 juillet 2020 et qui sont aujourd'hui pointés du doigt et sans pitié qu'on a suspendu en fait, sans penser au après. Et pour votre cas personnel, quand vous serez amené à reprendre le travail, en théorie, votre décision est irrévocable, vous ne vous ferez pas vacciner contre le Covid? Non, du tout. Je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je lutte contre toute obligation. On est des personnes avec du bon sens. On a le droit de choisir. Et la liberté, c'est de pouvoir choisir ce que nous, on estime être le bien pour nous et pour nos familles. Et donc, pourquoi nous presser? Pourquoi nous mettre sous un décret, sous une loi ou et voter quelque chose, mais d'un sens.
C'est-à-dire, moi, je veux, en mon nom, je parle en tout cas, qu'on garde les 3 fondamentaux qui sont les libertés, les égalités et la fraternité. Chose qui se perd en France, malheureusement, mais on restera debout et on fera autre. Et donc, c'est vraiment l'obligation qui est votre combat. Imaginons qu'il y ait d'autres vaccins plus traditionnels qui soient approuvés dans les prochains mois. Ça ne changera pas votre position. Votre position, c'est pas tant l'opposition à tel ou tel vaccin, c'est vraiment l'opposition à une contrainte de ce type qui pèse sur les soignants. Alors, on travaillait à flux tendu. On manquait de personnel. Aujourd'hui, ceux qui sont visés, ce sont les soignants. Aujourd'hui, on a l'obligation vaccinale. Mais que ce soit pour les soignants ou pour le citoyen lambda, en fait, on doit rester à même de choisir ce qu'on peut estimer, nous laisser peut-être assez de recul. En tout cas, sur les vaccins obligatoires dont on est à jour, moi je parle de mon cas, du cas de mes enfants, on est à jour de toute notre vaccination, carnet de vaccination, et il n'y en a aucun qui a été jusqu'à me mettre dans une situation de précarité ou de me faire perdre mon travail que j'aime et que je fais par vocation. Donc aujourd'hui, oui, que ce soit un autre vaccin ou pas, sur la Covid, les vaccins ne se font pas en 3 mois. Il y a une étude de 10 à 8 ans. Pourquoi celui-ci ? Et puis, il y a aussi l'alternative médicamenteuse. Moi, j'ai été touchée par la Covid en mars 2020. Je vous cache pas que j'ai été transportée à l'hôpital. On m'a donné de l'Augmentin et du Doliprane. J'ai signé parce que ça s'arrangeait pas ma situation. Et je me suis fait prescrire de la chloroquine et de l'azithromycine et je me suis soignée comme ça. Et si je peux être aujourd'hui à témoigner devant vous, je peux dire merci à la chloroquine et à l'azithromycine. Et on a l'ivermectine aussi. Donc, je suis pas médecin, d'accord ? Je suis petite aide-soignante à mon échelle, mais je pense qu'il y a d'autres alternatives et qu'on n'a pas été chercher parce que les médicaments ne coûtent que 5-6 euros, alors que le vaccin rapporte encore au Big Pharma. Mais je pense sincèrement que c'est qu'une question d'économie. Une question qui dépasse le strict cadre de la maladie, du Covid. Vous avez d'ailleurs... vous êtes aussi ici pour parler de la suite du documentaire Liberté qui aura un enfant, si on peut dire, et peut-être même 2, puisqu'il devrait s'agir d'une trilogie. Mais le prochain volume, le prochain documentaire qui le suivra s'appellera Les enfants de la liberté et qui concernera donc plus particulièrement les obligations qui pèsent sur les enfants, les jeunes, les adolescents. Vous êtes également concerné en tant que mère de 3 enfants. Pourquoi ça vous paraît la suite logique ? En quoi ont-ils plus souffert ? Les enfants de la liberté, c'est la suite de Liberté, puisque Liberté était un film documentaire dédié surtout aux soignants avec l'obligation. Et en tant que mère, donc je ne suis plus soignante, en tant que mère, notre lutte, c'est pour nos enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont touchés de très près, puisque depuis plus de 18 mois, on a une propagande sur les autoroutes, aux écoles. Nos enfants, quand même, à l'école maternelle, ils sont beaucoup plus grands, mais aujourd'hui, on a des enfants à l'école maternelle. S'ils ont le masque juste en dessous du nez, ce sont des enfants. Ils ont besoin de respirer. On leur met une croix au tableau, ce qui signifie avoir du temps en moins de la récréation. Donc aujourd'hui, on essaie de faire rentrer nos enfants, endocriner nos enfants sur des choses qui ne doivent pas y être. Ils subissent aussi toute cette propagande. Ils se lèvent Covid, ils dorment Covid, vaccination. Aujourd'hui, il y a quand même une violation du consentement, d'accord ? Je suis monoparentale, j'élève mes enfants, je suis mère seule avec mes 3 enfants. Et aujourd'hui, on s'assoit clairement sur le consentement éclairé. Et aujourd'hui, on n'hésite pas à aller faire de la fausse publicité, fausse information pour ramener nos enfants, qui sont encore que des enfants, à se faire vacciner sans expliquer le pourquoi du comment et informer. Donc la suite, et par les témoignages qui sont factuels, qui sont concis, qui sont pas de la science-fiction. Bien sûr que nos enfants sont touchés. Et puis le consentement aussi, pourquoi ? Parce que la jeunesse aussi a été touchée par rapport au confinement, avec les amendes abusives. On en reparlera tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais revenir avec vous sur le cas d'un jeune de 13 ans
que vous épaulez, que vous accompagnez, à qui est arrivé malheureusement un drame suite à sa vaccination. Il s'appelle Yacine. Pouvez-vous raconter comment vous l'avez rencontré et comment vous l'aidez, lui et sa famille? Bien sûr. Le petit Yacine s'est fait vacciner le 17 juillet 2021 du vaccin Pfizer. 10 jours après, il a eu une cécité sévère. À ce jour, il n'a pas pu faire sa rentrée au collège comme les autres camarades. Il ne peut plus jouer au foot comme il le faisait auparavant. La rencontre avec la famille de Yacine s'est faite tout simplement, en fait. On faisait une manifestation. On était rassemblés devant la mairie des Mureaux et la famille sortait de la banque et s'est rapprochée. Donc j'étais en train de prendre la parole et la famille a vu les collègues, donc on a pris les coordonnées, qu'on a recontacté par la suite et on a entendu cette famille qui a tenu à témoigner donc lors de la projection qu'on a fait le dimanche d'après, donc une semaine après, le dimanche 12 septembre, et qui est venue témoigner de ce qu'ils vivaient et comment ça leur est tombé dessus. Et à ce jour, en tout cas, on accompagne, donc le collectif Blouse Blanche accompagne Yacine dans toutes démarches, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau de la prise en soin, au niveau des procédures, car il va forcément y avoir des procédures, et surtout moralement, car voilà, à 13 ans, se retrouver un peu bloqué, psychologiquement, c'est pas facile. Pour la famille, c'est un changement, c'est un chamboulement. Aujourd'hui, on a chamboulé toute une famille qui avait une vie lambda, comme vous, comme moi. Et en fait, aujourd'hui, Yacine, tout ce qu'on veut essayer d'apporter à ce petit garçon, c'est de lui dire que, certes, il a une acuité, oui, un trouble visuel important, mais de trouver les moyens, en tout cas, à ce qu'il soit un enfant comme les autres. Et ça, c'est la difficulté dans la conjoncture actuelle, puisqu'on est face à de la propagande vaccinale et on est plus dans l'exclusion que l'inclusion de la personne handicapée. Donc c'est un handicap quand même aujourd'hui dans ses gestes quotidiens, puisque c'est sa maman qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. Donc voilà, en tout cas, les Blouses Blanches, on les soutient et merci à Maga et Tori et à Ariakina d'avoir accepté de venir recevoir et recueillir le témoignage et de pouvoir libérer aussi la parole de cette famille. Mais du coup, quand vous entendez Olivier Véran, comme il l'a fait la semaine dernière, nier qu'il y ait des effets secondaires graves, en l'occurrence, il parlait des morts, mais le raisonnement s'applique aussi aux effets secondaires graves liés à la vaccination, vous et les familles touchées que vous côtoyez, ça vous fait hurler, j'imagine? Parce que d'un autre côté, il est difficile d'établir l'imputabilité de façon absolument assurée dans le cas de Yacine ou d'autres. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Pour Yacine, il y a une temporalité au vaccin Pfizer qui a été donnée dans le compte-rendu qu'on a en notre possession. Voilà. Quand j'entends M. Véran et dire que c'était un ancien collègue, puisqu'il était médecin, il a très peu exercé, ce monsieur, il me fait peine. Il me fait peine, il me fait mal au cœur, ce monsieur, limite, hein, parce que, en fin de compte, pour un médecin, je trouve ça absurde de pouvoir se positionner comme il le fait. Quand il était en 8e ou 9e année d'internat, il était quand même le leader CGT et il se plaignait déjà des conditions de travail à l'hôpital. Donc aujourd'hui, quand je l'entends parler et qu'il peut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave, si, parce qu'aujourd'hui, je me suis permise de faire une petite liste, donc je les ai pas tous en tête, mais il y a des thromboses, des myocardites, des péricardites, donc ça touche le cœur, des hypertensions artérielles, des acuités visuelles, des maladies auto-immunes, exemple, le syndrome de Guillain-Barré, des trombes pénines, d'accord, des troubles hémorragiques sans anémie. Donc, en fin de compte, ça peut paraître très transparent. Et le zona, la paralysie faciale, et j'en passe et j'en passe. Et le pire, c'est les décès. Et aujourd'hui, il y a des familles qui en ont payé le prix. Ils ont perdu leurs enfants. Donc, je voudrais juste dire à M. Véran, vaut mieux se taire, M. Véran, que de dire des bêtises. Parce qu'ils ne sont pas touchés directement à ce jour. Et quand vous avez parlé vous nous avez raconté l'histoire du Vaxibus, du fameux bus de Skyrock qui faisait sa tournée en France et qui est venu dans votre ville. Ça vous paraît un
une circonstance aggravante que l'État, l'autorité publique, puisque c'est un partenariat avec l'État, viennent ainsi devant les écoles, en court-circuitant l'autorité parentale, faire la promotion d'un vaccin dont le bénéfice-risque pour les jeunes, en tout cas, n'est pas du tout évident, bien au contraire. Bon, ils sont venus se placer, le Skyrock Bus s'est placé sur la gare. Voilà, à la gare, parce que c'est là où il y a le plus de passages. Bien sûr que en fait, toute propagande, elle n'a pas lieu d'être en fait. Donc je ne vois pas le rapport entre Skyrock et la santé. Et en fait, aujourd'hui, on obstrue l'autorité parentale. On a vu ces enfants, donc ils ont ramené 1000 doses. Je tiens à le préciser, 1000 doses. Ils sont repartis avec 995 doses. Mais les 5 qui ont été vaccinés ne sont pas des enfants. Donc on en est content. Ce sont des adultes. On a réussi à informer sans contrainte, juste expliquer pourquoi il était là, ce bus, et quelle était sa fonction première et pourquoi il était là. Et que s'il voulait de la musique, il pouvait avoir de la musique ailleurs. Et en fait, on sait que Skyrock est la chaîne de radio de la jeunesse, pourquoi pas RTL ou une autre radio. Et en fait, c'est franchement une violation du consentement des parents, puisqu'il n'y avait pas de parents avec ces jeunes, et ils n'ont pas hésité à les faire monter dans ce vaccibus. Et donc, destituer l'autorité parentale est très grave. Est très grave, puisqu'aujourd'hui, votre enfant, à 16 ans, il peut aller, s'il en a envie, en fait, de son plein gré, aller se faire. Sauf que les informations, on lui donne pas. On en a fait l'expérience, vous voyez, même on a une position avec les collègues et des amis bien précise sur la vaccination, mais on a tenté quand même d'aller dans un vaccinodrome, et croyez-moi, on nous donne pas les informations des effets indésirables. Pourquoi ? Aujourd'hui, le consentement éclairé, pour signer un consentement éclairé, il faut connaître les effets, le après. C'est arrivé au vaccinodrome de Quimper, je crois, où les soignants donnaient une feuille qui informait des effets indésirables, mais ils ont été interdits de le faire parce que les gens faisaient demi-tour en masse et que du coup ça détournait les gens de la vaccination plutôt que de les attirer. Bien sûr, parce que bien sûr, je pense que tout être humain, tout citoyen vivant sur le sol français a du bon sens, n'est pas bête, mais quand il sait réellement qu'est-ce qui peut lui arriver, même si le risque il peut être minime, il ne prend pas le risque. Tout le monde tient à sa vie. On parle du décès, mais on peut parler de l'handicap. Alors c'est lourd pour soi et lourd pour ceux qui nous ont à charge. Et aujourd'hui, on sait que les institutions, malheureusement, n'ont pas la place et la capacité pour prendre en charge le malade. Et c'est ça qui est plus inquiétant. Et les institutions sont parfois... Les défaillances des institutions sont parfois palliées par des associations ou autres. Et vous, celles auxquelles vous avez eu affaire, que vous avez sollicité pour l'accompagnement que vous offrez aux soignants suspendus ou aux familles abîmées par une vaccination des jeunes et leurs dégâts, vous êtes heurté à un refus de certaines associations qui fournissent par exemple de l'aide alimentaire sous prétexte qu'on vous a dit en gros vous n'avez qu'à être vacciné, c'est de votre faute. Oui, c'est tout à fait ça. Par contre, ils étaient présents, Vaccibus, le vendredi sur les Mureaux. Oui, donc ça vous choque. On peut comprendre pourquoi on nous a refusés. Alors, votre engagement ne date pas du Covid. Vous avez un fort sens de l'engagement, ne serait-ce que par votre vocation de soignante, mais vous aviez aussi créé une association donc en juin dernier qui défend la jeunesse au-delà de ces questions d'oppression sanitaire pour mettre en évidence, en gros vous dites le Covid à bon dos parce qu'il y a en particulier cette question, vous l'avez évoqué, des amendes excessives, injustes, liées au confinement qui ont été particulièrement sévères dans certains quartiers où la jeunesse vit beaucoup dehors, on peut le dire. C'est ce qu'avait dit le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, qu'on avait reçu également. Vous pensez que le Covid a vraiment eu bon dos dans l'autorité policière, notamment, qui a fait du zèle absurde ? Bien sûr, parce qu'on a affaire, alors depuis mars 2020, on a eu affaire qu'à de la répression. On a en face de nous de la répression, on le voit bien, même nous-mêmes en tant que soignants, quand nous allons manifester pacifiquement, parce qu'on n'est pas des violents, on veut juste dire ce qu'on a à dire, et par notre présence, tout simplement, parfois même pas sans mots, on a face à nous des
des forces de l'ordre qui n'hésitent pas à nous bousculer, à nous gazer. Donc, déjà, nous, adultes, soignants, qui sommes là pour prendre soin et qui avons pris soin au premier de corvée, sans moyens humains et matériels, et sans lits et suppression, on a quand même eu, en 2020, pendant une pandémie, 5700 lits supprimés. Donc, c'est pas rien. Et nos enfants en ont payé les prix, les enfants des quartiers, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a des enfants endettés de 10 à 15 000 euros, puisque les amendes de 135 euros, même en les contestant, sont majorées à 375 euros. Donc oui, aujourd'hui, j'ai 20 petits jeunes de quartier qui parfois n'étaient même pas là, qui parfois n'ont pas été contrôlés, puisqu'à force d'être contrôlés 4 à 5 fois au faciès, ben, on les connaît, sauf que parfois ils se trompent, la police en rédigeant, en faisant des fautes d'orthographe. Bien sûr que dans les quartiers, il y a bon dos, mais c'est pas qu'au Mureaux, c'est partout sur le territoire, mais ça vise les quartiers. Donc oui, Covid à bon dos, et c'est un véritable gouffre financier. Et on le voit bien, les économies à tout va, dans le milieu hospitalier, au niveau éducation nationale, au niveau de la répression par rapport aux amendes, bien sûr. Et c'est l'objet, enfin un des objets de l'association Jeunesse Quartier Populaire que vous avez cofondée avec Bernard Chabot à Meulan. Oui, c'est ça. Et elle s'occupe seulement de ces histoires d'amendes et de surendettement, ou elle a vocation à s'occuper de sujets plus larges? Alors aujourd'hui, on lutte pour avoir un local, et en fin de compte, le motif de l'association de la jeunesse des quartiers populaires de Meulan, c'est aussi l'accompagnement pour ceux qui sont déscolarisés, pour ceux qui sont scolarisés mais qui sèchent ou autres, avec les parents, accompagner et faire des liens avec l'école, retrouver un emploi, une réinsertion, une formation. On a mis en place aussi des aides, de l'étude, puisqu'on a aussi des familles qui ne parlent pas et qui n'ont pas fait d'études, donc qui peuvent pas aider à accompagner leurs enfants dans les devoirs. On a un conseil d'administration quand même où il y a un panel de bénévoles vraiment très large dans tout le sens, et on a par mon métier du coup de soignant créé et mis le café des aidants pour apporter 2 heures, 3 heures par jour un moment de répit à ces aidants où le quotidien est difficile. Mais aujourd'hui, on ne nous en donne pas la possibilité puisqu'on n'arrive pas à avoir de local, puisque la mairesse refuse de donner un local. Donc voilà. Mais ça n'altère pas votre enthousiasme? Du tout. Un mot pour finir, vous gardez espoir Bien sûr, parce que je dis toujours c'est pas grave. Vous l'avez entendu peut-être dans le film, à chaque fois je dis c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'il y a pire. Mais en tout cas, on peut rien contre la volonté humaine quand elle est justifiée. Là, en l'occurrence, elle est justifiée. Je pense pareil que les habitants de ce quartier ne sont pas au courant que la mairesse refuse de donner un local, que la copropriété refuse de donner un local, et donc voient ce petit attroupement, et forcément un petit attroupement peut faire peur, même si ils sont encore de ceux qui ouvrent la porte, qui demandent de l'aide pour monter les courses, et malheureusement c'est prouvé, peut faire peur. Donc aujourd'hui, notre démarche et la prochaine sera de faire encore plus haut, ça veut dire d'envoyer un courrier au préfet, d'alerter le préfet, qui est le supérieur hiérarchique de Madame la maire, d'interpeller peut-être Monsieur Larcher, qui est le sénateur, et au pire, faire un meeting et alerter clairement la population du pourquoi, du comment, et pourquoi ces jeunes sont là devant. Donc c'est pour ça que dans ce film, qui est la suite de Liberté, on a les enfants de la liberté, et ces enfants de quartier font partie aussi de ce déroulement, en fait, parce que c'est la jeunesse, c'est les adultes de demain, et c'est ceux qui sont victimes, tout comme les injectés, tout comme nos enfants aujourd'hui scolarisés, mais qu'on endocrine qu'à un sens. C'est aussi la lutte des mamans, en fait. Moi, je suis là aujourd'hui, mais je parle en mon nom, mais au nom de toutes les mamans. Et que ça peut être sur Meulan, que ça peut être sur les Mureaux, que ça peut être mais partout en France et voire à l'international. Donc voilà. Pour défendre donc la liberté et les enfants de la liberté. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue témoigner et expliquer tous vos engagements sur le plateau de François en toute liberté d'expression. Merci. Si je peux me permettre, je vais juste avoir une petite pensée rapide pour la famille. Alors, je les ai. J'ai une pensée spéciale au nom des Blouses Blanches pour la famille de Sophia qui est décédée, 17 ans, crise cardiaque. Pour Quentin, myocardite, 18 ans. Mélanie, crise cardiaque, 16 ans. Anthony, thrombose, 24 ans. Joyce, 17 ans, crise cardiaque, plus réanimation, décédée. Maxime, 22 ans, choc allergique, ainsi que Yanis et Yacine, 13 ans et 12 ans, cécité sévère. Et ça, c'est juste une petite pensée.
J'ai une autre pensée pour une dame où on a été contacté, les Blouses Blanches, qui est décédée. Mathilda, 39 ans, décédée d'une embolie pulmonaire foudroyante qui laisse derrière elle 2 petites filles de 7 et 12 ans à Bastia et à plein d'autres. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir donné la parole. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de médias comme vous, mais j'y crois et on n'abandonnera pas. Merci à vous. Merci Sonia. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel sur France Soir. N'hésitez pas à commenter, à réagir et à partager l'article. Et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.